Chère Nathalie, quelle chance de vous avoir aujourd'hui parmi nous et en présentiel. Car si vous êtes bien présent, vous êtes souvent en ciel. Je ne crois pas qu'il existe un aéroport qui ne vous ait vu avec vos valises et qu'il n'existe pas une compagnie aérienne qui ne vous ait délivré une carte d'embarquement. Chaque fois qu'on s'appelle, elle est à l'autre bout du monde. Nathalie, vous êtes docteur en sciences économiques, spécialisée en macroéconomie et finances internationales, responsable de la section économie environnementale au Centre scientifique de Monaco. Vous êtes également auteur principal du rapport spécifique du GIEC sur l'océan et la cryosphère. Aujourd'hui, votre présentation s'intitule « Nourrir l'humanité face aux défis climatiques entre urgence alimentaire et durabilité ». Une question d'envergure pour savoir si ce monde est sérieux concernant... Pardon, excusez-moi. Comment répondre à l'urgence des assiettes avec 8 milliards de convives aujourd'hui? La suite est sur l'autre page. Et assurer en même temps un approvisionnement alimentaire de qualité dans le futur. Nathalie, c'est à vous. Merci beaucoup, Janie. Je voulais tout d'abord vous remercier pour cette formidable organisation, comme d'habitude. Donc, voilà. Bonjour à tous. Donc, en fait, quand Janie m'a demandé de parler de nourriture, d'alimentation, vu ma spécialité, le changement climatique, l'océan, j'ai voulu faire un petit peu le lien entre tout ça. Pardon, je vais aller trop vite. Donc je vais parler de durabilité aussi. Donc, en parlant des objectifs du développement durable, on a notamment l'objectif du développement durable numéro 2, éliminer la faim, améliorer la sécurité alimentaire et promouvoir une agriculture durable. Et puis l'objectif de développement durable 14, qui est protéger les océans, les ressources marines et les écosystèmes aquatiques. Et on se pose la question, faut-il utiliser les océans pour nourrir davantage de personnes sans les surexploiter? Et puis on verra qu'il ne s'agit pas seulement de produire plus, mais de produire mieux, et répartir mieux et consommer autrement. Donc le paradoxe, c'est qu'il faudra nourrir une population mondiale croissante, proche de 10 milliards d'humains d'ici 2050, tout en préservant les ressources naturelles. Produire plus semble nécessaire, mais le système alimentaire contribue déjà fortement aux émissions de CO2. Donc l'objectif durable numéro 2 demande d'éliminer la faim. L'objectif durable numéro 13 demande de lutter contre le changement climatique et le problème est double. Répondre à l'urgence alimentaire sans aggraver la crise climatique. Donc avant de parler des solutions, il faut comprendre comment le climat menace déjà la sécurité alimentaire. Définir simplement la sécurité alimentaire, ce n'est pas seulement avoir de la nourriture, il faut que la nourriture soit disponible, accessible, nutritive et stable dans le temps. Le changement climatique menace ces 4 dimensions. Une sécheresse peut réduire la disponibilité. Une hausse des prix peut réduire l'accès. Une crise prolongée peut dégrader la qualité nutritionnelle et la stabilité. En fait, la sécurité alimentaire est fragile car elle dépend à la fois de la nature, de l'économie et des infrastructures. L'impact dans les pays développés est indirect, mais persistant. Les canicules et sécheresses détruisent les récoltes. Les incendies causent aussi des pertes. Donc, si on a une augmentation des prix des denrées alimentaires, ça participe à une inflation croissante. C'est différent par rapport aux pays en voie de développement, chez qui les conséquences sont souvent vitales et non seulement économiques. Beaucoup de populations dépendent directement de l'agriculture locale ou de la pluie. Et une mauvaise saison peut suffire à provoquer une crise alimentaire. Des famines, pénuries en eau et migrations climatiques montrent que le climat devient une menace directe pour les pays en voie de développement. Et c'est une menace pour leur survie. Ce n'est pas uniquement économique. Donc on voit que les populations qui ont le moins contribué au changement climatique sont souvent celles qui subissent
le plus les effets. Les pays développés ont plus de capacités techniques et économiques de s'adapter. Les pays en voie de développement sont plus dépendants des récoltes et plus exposés aux crises. C'est le même phénomène climatique, mais les conséquences sont différentes selon les moyens disponibles. Le changement climatique ne crée pas seulement des problèmes alimentaires, il amplifie des inégalités déjà existantes. Si le système actuel est fragile, il faut réfléchir à des solutions alimentaires durables. Comment nourrir durablement l'humanité sans accélérer le changement climatique ? La mer est une ressource alimentaire complémentaire, mais pas comme une solution miracle. Les algues, l'aquaculture et certaines protéines marines peuvent aider à diversifier l'alimentation, et l'avantage important est que ces solutions utilisent moins de terres agricoles. Elles peuvent donc réduire une partie de la pression sur les sols et la déforestation. Mais il faut rester prudent. La surpêche, la pollution plastique et l'acidification fragilisent déjà les océans. Donc, les océans peuvent aider à nourrir l'humanité, mais seulement si leur exploitation est strictement durable. L'agriculture terrestre reste la base de l'alimentation mondiale. L'enjeu n'est pas seulement de produire plus, mais de produire mieux. L'agroécologie et l'agriculture régénératrice cherchent à préserver les sols et la biodiversité. L'irrigation intelligente permet de mieux utiliser l'eau. L'agriculture de précision peut limiter les pertes et optimiser les ressources. La réduction de la viande industrielle peut aussi diminuer la pression sur les terres et les émissions de CO2. Donc l'innovation est utile, mais elle doit être accompagnée d'un changement de modèle agricole. Il ne faut pas voir les océans et les terres comme deux solutions opposées. Les deux ont des avantages et des limites. Les sources océaniques ont un potentiel intéressant, mais elles comportent des risques comme les surpêches. Les sources terrestres sont déjà maîtrisées à grande échelle, mais elles peuvent provoquer déforestation et dégradation des sols. Le vrai enjeu est de combiner les solutions sans déplacer le problème d'un écosystème vers un autre. On peut donc se poser la question suivante. Sommes-nous prêts à changer notre alimentation pour rendre ce système durable ? La faim n'est pas uniquement un problème de quantité produite. Le monde produit déjà beaucoup trop. Mais tout le monde n'y a pas accès. Le gaspillage alimentaire montre qu'une partie importante de la production est perdue. Les inégalités économiques empêchent certaines populations d'acheter de la nourriture. Les conflits armés perturbent les récoltes, les transports et les chaînes d'approvisionnement. La spéculation peut aussi rendre les prix très instables. La faim est d'autant plus un problème politique et économique qu'un problème agricole. Je vais prendre un exemple, le cacao en Afrique. Et c'est un exemple concret du dilemme. Le cacao représente une source de revenus importante pour de nombreuses familles. Il peut donc aider à lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire en Afrique. Mais l'extension des plantations peut entraîner de la déforestation. Et la déforestation provoque ensuite une perte de la biodiversité et un appauvrissement des sols. Ce cas montre que produire davantage peut créer des bénéfices à court terme, mais aussi des dégâts à long terme. On revient donc à la question de départ. La faim justifie-t-elle les moyens ? Oui, l'urgence alimentaire est réelle. Il faut nourrir les populations qui souffrent aujourd'hui, mais non, tous les moyens ne sont pas acceptables. La déforestation, la surpêche et l'agriculture intensive peuvent résoudre un problème immédiat tout en créant une crise future. Détruire des écosystèmes revient à affaiblir notre capacité
à produire de la nourriture demain. Donc la faim ne peut pas justifier des moyens qui compromettent l'avenir alimentaire des générations futures. On peut se poser la question, devons-nous changer notre manière de produire ou notre manière de consommer ? En fait, les deux sont nécessaires. Produire autrement ne suffira pas si la consommation reste fondée sur le gaspillage et la surexploitation. Consommer autrement ne suffira pas non plus sans transformer des systèmes agricoles. L'enjeu est collectif. Producteurs, consommateurs, États, entreprises et institutions internationales. Regardons une ouverture vers les futurs possibles de l'alimentation. Les algues, les insectes, les fermes verticales ou la viande cultivée sont des pistes pour diversifier les sources alimentaires. Ces solutions peuvent réduire certaines pressions sur les terres, l'eau ou les émissions de CO2, mais elles ne sont pas automatiquement parfaites. Elles devront être accessibles, durables et acceptées par les populations. Le futur alimentaire ne dépendra pas seulement de la technologie. Il dépendra aussi de nos choix politiques, économiques et culturels. Finalement, nourrir l'humanité est indispensable, mais pas en détruisant les ressources de demain. Je vous remercie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez préciser ce que c'est qu'une ferme verticale et la viande cultivée ? J'ai une petite idée, mais... Les fermes verticales, c'est quand au lieu d'utiliser une parcelle de sol uniquement sur la surface du sol, on va faire des étages. Donc on va doubler, tripler, quadrupler la surface agricole. C'est ça, une ferme verticale par exemple. Et on peut... Pardon ? Non, on fait comme des étages. Et ça... Oui, des bacs, ça peut être... Oui. Une sorte... Et puis la viande cultivée, alors c'est marrant parce qu'on avait eu un exemple dans mon centre de recherche, quelqu'un qui venait des États-Unis, de la Silicon Valley, et qui nous a dit que là-bas, en fait, avec une cellule de viande, il faisait des steaks. Et donc, on n'avait plus besoin d'avoir même des animaux, parce que les émissions de CO2, le méthane, etc., viennent des animaux. Donc, il disait, c'est peut-être une solution. Puis voilà, on fabrique ça dans des usines. Alors, on trouvait tout ça formidable. On se disait, ah oui, peut-être le futur. Et puis après, il a dit, qui c'est qui voudrait en goûter ? J'en ai cherché quelques-uns. Puis là, plus personne n'était présent. Donc, c'est pour ça que je disais qu'il fallait quand même une acceptation du public. Et c'est quand même culturel. Bon, d'un peu de mal, j'avoue. Ah, pour la petite remarque, on a parlé de l'IA tout à l'heure. Je voulais dire que mes slides avaient été faits par l'IA. Il y a eu quand même l'être humain derrière parce que j'avais fourni le discours à ma petite stagiaire qui était là tout à l'heure mais qui a dû partir tout à l'heure. Et donc, je lui ai donné une liste de toutes les IA qui préparent les présentations en lui disant tu fais ton choix, tu tentes plusieurs et puis tu vois ce que ça donne. Et vous voyez, c'est quand même assez sympa, ça fait gagner du temps. Et pour les jeunes, ça leur fait apprendre d'autres techniques. Donc voilà.